Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 14e épisode du Winemaker Show où je reçois Thomas Duroux, le directeur général de l'emblématique Château Palmer. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à le partager, à en parler autour de vous et n'oubliez pas de lui laisser 5 étoiles, surtout sur Apple Podcast. D'ici là, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ici chez Château Palmer. On est actuellement dans la salle de dégustation avec une très belle vue, en tout cas de mon côté, sur les vignes qui sont juste derrière toi. On va parler de beaucoup de choses dans cet épisode du podcast, mais avant de passer à l'action sur tout ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Avec grand plaisir. J'ai donc bientôt 50 ans. Je suis né à Bordeaux, ville où j'ai grandi, mais avec des origines plutôt variées, puisque mon père est français du nord de la France et ma mère est italienne. Donc, combinaison de deux pays hautement viticoles. Lors de mes études à Bordeaux et de ma jeunesse à Bordeaux, et je crois qu'on en reparlera tout à l'heure, je suis tombé amoureux du monde du vin. Et c'est pour ça, entre autres, que je suis aujourd'hui à la tête de Château Palmer depuis 2004. Voilà, en quelques mots qui je suis. Alors de toute façon, on va creuser tout ça. Alors tu parles de ta passion pour le vin. Comment ça t'est venu ? Tu as mentionné des études à Bordeaux. Oui, alors ma passion pour le vin, elle est la combinaison de deux éléments. Un élément vraiment éducatif et puis un élément plus culturel. L'élément éducatif, il est assez ancien puisque lorsque j'ai démarré le collège à Bordeaux, j'ai eu la chance d'avoir un prof de biologie, de sciences nat, on disait à l'époque, vraiment passionnant et je me suis pris vraiment d'amour pour le monde du vivant. Et très tôt, j'ai décidé que mes études s'orienteraient vers la bio, vers la géologie, vers le monde du vivant. Et donc, j'ai fini mon collège, j'ai fini mon lycée, je suis rentré en prépa, ça s'appelait à l'époque Biomaths Sup, Biomaths Spé, sans trop savoir que ça menait plutôt vers les écoles d'agronomie, en espérant quelque part d'être assez bon pour intégrer Normal Sup, mais j'étais pas assez bon. Donc c'est plutôt vers l'agronomie que je me suis orienté. Parallèlement à ça, lorsque j'étais ado, vers 15-16 ans, le père de mon meilleur copain avait une cave assez extraordinaire. Et avec ce copain, à cet âge-là, comme tous les gamins, on voulait boire des coups, comme on disait à l'époque. Et donc, plutôt d'aller acheter des bières au supermarché, on allait piquer des bouteilles de vin dans la cave de son père. Il s'en est rendu compte ? Et justement, il s'en est rendu compte. Et sa réaction a été décisive, puisque, ça je m'en souviens pas toute ma vie, bien sûr. Une après-midi, alors que j'étais chez ses copains, nous avons été convoqués par son père, qui très sérieusement nous a dit, voilà, j'ai compris que vous piquiez des bouteilles de vin dans ma cave, ce qui me pose un énorme problème, parce que vous buvez des vins sans avoir aucune idée de ce que vous buvez. Donc ces vins-là que vous piquez, on va plutôt les goûter ensemble. Et à travers ce mec-là, j'ai découvert toute la complexité, la magie du monde du vin, comment on pouvait rencontrer des hommes et des femmes, comment on pouvait voyager, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Et c'est devenu une véritable passion. Et donc pour revenir à mes études, quand je me suis retrouvé en école d'agronomie et que j'ai dû décider d'une spécialité, c'est tout naturellement que je me suis orienté vers la viticulture et l'œnologie. Voilà. Et donc tu me disais 16-17 ans, tu commences à déguster un petit peu, à faire un peu le palais, découvrir un peu ça. Là, le père de ton ami
t'en dis un peu plus sur chacun des vins? Comment ça s'organise ces séances de dégustation, le fait de boire ensemble? Est-ce que c'est on se retrouve dans une salle, on ouvre une bouteille de vin et on sort une carte, on dit voilà, ça vient de. Oui, tel endroit. c'est surtout la transmission orale et c'est pas forcément la dégustation au sens où on l'entend dans mon métier aujourd'hui. Oui, d'accord. C'est plus partager des moments, Ok. souvent autour d'une table, pendant un dîner, et écouter des histoires. Écouter des histoires et sur la base de ces histoires, sur la base de ces sensations qui restent assez obscures au début et puis qui au fur et à mesure deviennent de plus en plus parlantes, j'ai pu me documenter. Il n'y avait pas Internet à l'époque, mais il y avait des bouquins. Il y avait quelques bibles comme Hugh Johnson, comme Jancis Robinson, comme Robert Parker. Et à travers ces bouquins, j'allais potasser. Et c'est comme ça qu'en fait, grâce à lui, grâce à ces moments très privilégiés, et puis aussi après par curiosité, par moi-même, j'ai petit à petit construit une certaine connaissance du monde du vin, qui était à l'époque que gustative, que hédonique. Et donc ensuite tu fais tes études supérieures du coup dans l'agronomie, enfin après la prépa que tu fais, agronomie avec une spécialité tout de suite sur la viticulture? Non, ou pas de suite, du parce tout, que non? Ok. donc j'ai fait une école qui s'appelait l'ENITA à l'époque, l'École nationale des ingénieurs des travaux agricoles. Il y a 2 années de tronc commun, donc 2 années de prépa, 3 années d'école d'ingénieur, donc 2 années de tronc commun, où on apprend les bases de l'agronomie, et puis une année de spécialisation, où on travaille spécifiquement sur la problématique viticole et un peu œnologique. Et puis j'ai complété tout ça en allant après à l'Institut d'œnologie de Bordeaux Ok. pour avoir mon diplôme d'œnologue. Ok, et donc là tu finis ces études. Le vin c'était une évidence en tout cas, Ouais. c'était exactement le domaine dans lequel tu voulais bosser, tu avais fait cette spécialisation, le diplôme qui suivait après. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu es diplômé? Tu commences par quoi? Je suis diplômé en 94. Alors c'est un peu particulier parce qu'en étant ingénieur, j'ai fait qu'une année en œnologie, pas 2, donc que la première. Mais j'ai fini mes études. Alors non, j'ai fini mes études d'ingénieur en 94 et mes études d'œnologie en 95. Non, plus tard. Je suis parti pour faire une vinification en Italie, Ok. dans le Frioul, dans une petite propriété qui s'appelle toujours d'ailleurs Vistorta, qui appartient à la famille Brandolini d'Adda. C'est une vieille famille de Venise, etc. Bon, c'était des vins modestes, mais avec un peu d'ambition. Et puis à l'époque, quand on était un garçon, on devait faire son service militaire. Oui. Et pour moi, il était hors de question d'aller perdre un an ou un an et demi, je ne sais plus, à l'armée. Donc je me suis démené pour essayer de trouver les moyens de ne pas le faire et de plutôt aller travailler à l'étranger dans le cadre d'une coopération. Ce qu'on appelait un VSNE à l'époque. Après beaucoup de recherches, j'ai eu la grande chance de trouver une opportunité pour partir en Hongrie. Donc je suis parti en février 96, dans l'hiver, dans le vignoble de Tokaj, donc dans le nord-est de la Hongrie, tout près de la frontière slovaque. Voilà. Et j'y suis resté 16 mois. Je travaillais pour 2 propriétés qui s'appellent toujours Paisos et Meguiar, qui appartenaient à des investisseurs français. Et là, j'ai travaillé plus spécifiquement sur toutes les problématiques de stabilisation des vins et d'embouteillage. Ok. Les vins, en tout cas, sont des vins surtout liquoreux, avec des sucres résiduels, même s'il y a quelques vins blancs secs. Et il y avait quelques problèmes techniques là-bas, donc je suis allé travailler là-dessus. Ok, et donc là, comment ça se passe? Parce que t'es tout jeune diplômé, t'arrives, on te dit il y a un problème Ouais. avec mes vins. Bah, comment ça se passe? Bon, il y avait un directeur technique qui était français, Ok. donc ça m'a un peu aidé. Mais je me suis retrouvé très vite responsable du centre d'embouteillage. On faisait quand même 2 millions de bouteilles par an. Donc c'était pas rien, c'est pas avec vrai, du ouais. matériel pas mal, mais pas forcément dimensionné pour tout ça.
Et puis rien, je me suis retrouvé avec une équipe de 10 Hongrois qui parlaient hongrois, hongrois et hongrois. Et je me suis mis au hongrois. Ah oui, super ça. J'avais pas le choix. Et puis voilà, et puis j'avais bossé un peu avant et j'ai bossé pendant. Et ça a été ma première vraie expérience professionnelle, qui a été surtout une expérience humaine. C'est-à-dire passer du temps là-bas en 96, alors que le mur était tombé depuis pas très longtemps. C'était déjà une vraie expérience. Se retrouver à travailler avec des ouvriers hongrois qui parlaient que hongrois et puis qui avaient une conception du travail un peu différente de la nôtre, c'était aussi un vrai enrichissement. Donc oui, première expérience très forte, très riche et où j'ai beaucoup appris, surtout sur le plan humain. Super. On va avancer un petit peu dans la chronologie du coup. Ouais. Tu rentres en France après ça? Oui, donc je rentre en France en juin 97. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de tout ça, c'est rigolo. Et donc là, les investisseurs français qui s'occupaient des 2 propriétés en Hongrie ont souhaité que je reste avec eux. Okay. Il s'agissait d'une maison de négoce qui s'appelait Gamodi, mais qui avait aussi la propriété, ou qui gérait en tout cas des noms célèbres du Bordelais, à Pomerol, comme la Croix du Casse, mais surtout Château de Clinet. Okay. Et là, je suis resté 1 an avec eux pour travailler sur différentes problématiques. Surtout sur la création de marques, quelques vinifications, etc. Un petit peu comme consultant, quoi. Non, pas comme consultant, mais comme jeune œnologue, okay. Dont ils avaient, je crois, apprécié le travail en Hongrie. Mais ils avaient voulu que je reste avec eux sans vraiment avoir d'idée très claire. Donc c'est pour ça que ça n'a pas duré très longtemps. J'y suis resté 1 an. Je suis quand même parti 2 mois pour eux en Afrique du Sud. Là aussi pour développer une gamme de vinification et une gamme de produits de vin d'Afrique du Sud. Et puis en juin 98, c'est ça, j'ai quitté cette société, j'ai quitté Bordeaux pour rejoindre la toute petite équipe de Mondavi. Okay. Donc nom célèbre californien, à Montpellier. Okay. Donc là, le patron de cette toute petite équipe, c'était David Pearson, qui aujourd'hui est le patron de Opus One en Californie. Et donc David avait été envoyé à Montpellier par la famille Mondavi pour à l'origine gérer une marque de vin qui s'appelait Vichon Méditerranée, qui étaient des vins de Pays d'Oc, achetés en vrac, embouteillés, en partie en France, en partie en Californie, et destinés au marché californien. Cette marque avait été créée par Mondavi suite à la crise du phylloxéra à la fin des années 80, début des années 90 en Californie. Et donc David, qui avait dû arriver là en 97, je crois, a constitué une petite équipe avec une assistante et m'a recruté comme œnologue pour gérer les appros, pour gérer les relations avec les producteurs, pour gérer les problèmes œnologiques des mises en bouteille, etc. Et en même temps, la famille Mondavi avait l'idée de s'implanter de manière plus nette, plus claire, dans la région languedocienne. Donc les 2 idées, c'était d'une part, à terme, de construire une winery pour gérer Vichon, donc acheter des vins en vrac, éventuellement des raisins, et développer la marque. Et à côté de ça, racheter un vignoble pour faire un vin de haut niveau. Avec David, nous avons un peu changé l'ordre des priorités et nous avons convaincu la famille Mondavi, donc les 2 frères, Tim et Michael, qu'il valait mieux d'abord s'implanter comme vigneron et après éventuellement développer une winery pour Vichon. Ce qu'ils ont compris et ce qu'ils ont accepté. Et donc, premier réflexe, c'est de chercher ce que nous pouvions acheter comme propriété existante. La pépite. Voilà, la pépite, le nom. Essayer de réunir les critères de choix qui puissent convaincre les Mondavi d'investir dans le Languedoc. Et donc, il y a eu quelques pistes.
La plus sérieuse a été Thomas Gassac, Oui. avec qui nous avons eu des discussions très avancées. Et puis ça n'a pas abouti parce que Aimé Guibert, qui était un personnage haut en couleur, a été un peu trop gourmand à la fin. Donc mon avis, qui a un petit peu d'expérience dans le business, on finit par dire, écoutez, cher monsieur, merci beaucoup, à bientôt. Et très vite, nous sommes arrivés à la conclusion avec David que on pouvait essayer de chercher d'autres noms, mais il n'y avait pas beaucoup de noms suffisamment solides dans le Languedoc à l'époque, mais que peut-être il était plus stratégique d'essayer de développer de toutes pièces un vignoble. Et donc on a cherché, on a trouvé pas mal d'endroits avec des vrais potentiels, parce qu'il y a quand même beaucoup de terroirs, en tout cas à l'époque il y avait beaucoup de terroirs dans le Languedoc qui n'étaient pas développés ou qui n'étaient plus développés. Oui. Mais même aujourd'hui, c'est une région qui connaît depuis quelques années un développement. C'est une région avec un potentiel considérable, mais qui a du mal, à part quelques exceptions, à franchir un certain niveau. En termes de reconnaissance, pas en termes de qualité. Et donc, pour la faire courte, à la fin, on s'est dit que la manière la plus simple de convaincre les Mondavis de partir de zéro dans le Languedoc, c'était de leur proposer un terroir encadré de noms déjà célèbres. Et c'est comme ça qu'est né ce projet à Agnan, sur le massif de l'Arboussas, entre les vignobles de Thomas Gassac et ceux de la Grange des Pères. Et puis c'était une bataille politique digne de Marcel Pagnol, entre le conseil général, le conseil régional, la droite, la gauche, c'était incroyable. Et le résultat, c'est que en avril 2001, ou plus tard en mai 2001, les Mondavis ont dit, écoutez, vous êtes bien mignons, les Français, mais nous on n'a pas que ça à faire, donc vous savez quoi, on va aller faire du vin ailleurs. Et donc ils ont abandonné le projet. Et puis d'ailleurs ils ont fini par vendre la marque Vichon, et ils ont fait autre chose. Voilà. Et donc moi mon aventure languedocienne s'est arrêtée en 2001. Alors un petit peu avant que le projet soit abandonné, parce que je me souviens en avril je crois avoir reçu un coup de fil de Tim Mondavi, qui savait que j'étais moitié italien par ma mère, et qui me dit écoute Thomas, je sais que tu parles italien, on a plutôt apprécié ton travail jusqu'à maintenant, nous sommes copropriétaires d'une petite propriété en Toscane plutôt sympathique qui s'appelle Ornellaia, et je trouve que le directeur technique s'en va et on aimerait bien que tu ailles. Difficile de dire non. Difficile de dire non à la Toscane. Et donc je me suis retrouvé en juillet 2001, directeur technique de Ornellaia, dans le village de Bolgheri. Voilà. Super. Alors il y a quelque chose qui m'interroge un peu dans cette expérience. Tu rapportais toi directement à la famille Mondavi ? Non, moi je rapportais à David Pearson. D'accord, ok. Qui était le patron des projets languedociens pour la famille Mondavi. Ok, mais de temps en temps, tu avais forcément des échanges. Mais oui, parce qu'on était une toute petite équipe. Si vous êtes trois. On était trois, donc évidemment j'étais en relation. Ça devait être vraiment sympa comme indépendance, de pouvoir aller chercher le terroir. C'était un moment magique. Ouais. C'était un moment magique parce que il y a l'expérience, il y avait le projet Agnan, mais il y avait d'autres projets. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps à cette époque-là à travailler avec des cartes. Okay. Et aller me balader. Et en fait, j'ai découvert, c'est pas le bon mot, mais j'ai pu découvrir. J'ai pu découvrir, je vois quel autre mot je peux utiliser, même si c'est très prétentieux, mais j'ai pu découvrir des terroirs sublimes avec des très vieilles vignes, plus ou moins à l'abandon, etc. Sur tout ce qui est contrefort du Larzac, au pied du Caroux, dans la vallée de l'Orbe, dans la partie complètement nord de l'appellation Saint-Chinian. Enfin, des terroirs vraiment extraordinaires, mais difficiles. Et donc, on avait en tête avec David, à côté du projet d'Agnan, de développer des petits vignobles à droite à gauche pour essayer de remettre en valeur ces endroits extraordinaires. Des belles endormies, voilà. Comme on dit. Ouais.
Donc oui, c'est un endroit que j'ai bien connu, parce que je me suis beaucoup baladé, mais ça fait longtemps maintenant, hein, donc j'ai oublié une partie, mais c'est vraiment le Languedoc, le nord de l'Hérault en particulier, c'est vraiment une région que j'ai gardée dans mon cœur et qui, j'espère, réussira à, non pas à se développer, mais à continuer à avancer. Parce qu'il y a des vins magnifiques. Bon, on parlait de Masgassac, la Grange des Pères, qui est une icône absolue, une des très rares, et puis plein de jeunes qui s'installent. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps les propriétaires je crois que ça s'appelle le domaine de l'Escalette, à Péguerolles de l'Escalette, qui font des superbes vins. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Voilà. Mais je trouve que c'est pas encore tout à fait reconnu à sa juste valeur. Je suis très très d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, je pense aussi que beaucoup d'amateurs de vin ont parfois un a priori sur les vins justement du Languedoc ou du Sud de manière générale, comme des choses très très puissantes, très très tanniques, avec lesquelles on en a vite plein la bouche. Ouais. Et je pense qu'on souffre un peu de cet a priori parfois, de ne pas aller les découvrir aussi plus par nous-mêmes et de se rendre compte mais c'est parce que je crois qu'il y a un autre élément, c'est que on part tous du principe que les vins du Languedoc ne sont pas des vins qui sont faits pour vieillir, et donc on les boit jeunes. Ce sont des vins puissants et donc qui peuvent parfois manquer un peu de finesse dans leur première année. Je suis en train de penser à une chose, j'ai deux très bons amis, de très vieux amis, François Bagné et Grégory Hecht, qui ont créé il y a longtemps maintenant une activité de négociant un peu à la bourguignonne dans le Languedoc. Okay. C'est une société qui s'appelle Hecht et Bagné, H&B. Et donc leur projet, c'était d'acheter des très jolis lots sur des appellations comme Minervois, comme Côte de Roussillon, comme Faugère, etc. De faire des assemblages, de mettre en bouteille et de vendre ces vins. La première millésime, c'était 2000 ans. Et j'ai ouvert il y a 2 semaines, je crois. Il me restait une bouteille de leur Minervois 2000 ans, que j'ai servi à l'aveugle à 2 copains, qui sont partis comme des fusées, parce que le vin était sublime. Et c'est un vin de négociant, alors dans toute la noblesse du terme, hein, comme peut être un grand négociant bourguignon, comme peut être un grand négociant du Rhône. Et c'est un vin qui avait gagné en complexité et en finesse avec le temps. Donc oui, il y a un grand potentiel là-bas, mais c'est toujours pareil, entre le potentiel et la reconnaissance de ce potentiel, il se passe du temps. Il y a un temps, mais bon, il nous reste quelques années avant de voir ça encore éclore. Donc là, tu arrives en Toscane, directeur technique. Alors, plein de questions là-dessus, mais je vais essayer d'être synthétique. Déjà, tu y restes combien de temps ? Est-ce que c'était juste avant Palmer ? Oui, j'y suis resté 3 ans. Ok. Pour faire dans la synthèse, dans quel état tu l'as trouvé ? Dans quel état tu l'as laissé ? Et qu'est-ce que tu as essayé d'apporter par ta direction technique entre deux ? Écoute, j'ai trouvé en très bon état et je l'ai quitté, j'espère, en aussi bon état. Ce qui est important de réaliser, c'est que les premières vignes ont été plantées à Ornellaia en 1981. Ok. D'accord ? Donc moi, quand j'y suis arrivé en 2001, c'était des vignes qui avaient 20 ans. Premier millésime 85. Donc il y avait un historique de 15 ou 16 millésimes. C'est très peu. Extrêmement peu. Dans l'échelle des grands vins. C'est très peu. Donc je suis arrivé dans une propriété qui avait déjà une très belle réputation, qui était très bien tenue par des très bons professionnels, mais une propriété qui cherchait toujours à construire son histoire, son style, son identité. Donc quelque part, plus proche du nouveau monde que de l'ancien monde. Et donc mon boulot, ça a été de contribuer au développement de cette identité, au développement de cette histoire, au développement de ce style. Ce qui veut dire que pendant 3 ans, j'ai fait plein d'essais. J'ai un peu tapé dans tous les sens, en me disant, de toute façon, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'identité à respecter, puisqu'elle est en train de s'écrire, cette histoire.
Et donc j'ai changé 3 fois de réception vendange, j'ai fait des vinifications différentes d'une cuve à l'autre, d'une année sur l'autre, etc. Donc, j'ai vraiment beaucoup essayé. J'ai eu la chance de vinifier 2001 comme premier millésime qui était magnifique, grand millésime à Bolgheri. C'était un peu plus compliqué en 2002 où il a beaucoup plu, et un peu plus compliqué en 2003 où il a fait très 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 chaud. Canicule en France en 2003, mais toi t'étais pas né en 2003, si? Si, quand même. Mais je buvais pas encore de vin pour le coup. Donc il a fait très très chaud, donc c'était pas facile, mais tout ça a été passionnant et j'ai beaucoup appris et je pense que j'ai un tout petit peu contribué à écrire quelques pages du grand livre d'Ornellaia. Voilà, en fait c'est ça qu'il faut retenir, c'est l'Italie, cette partie-là de l'Italie, cette partie-là de la Toscane, c'est une combinaison rare entre l'ancien monde et le nouveau monde. L'ancien monde parce qu'il y a une histoire millénaire, hein, la famille della Gherardesca qui était la grande famille propriétaire des terrains autour de Bolgheri. Ce sont les descendants della Gherardesca qui ont Sassicaia, qui ont fondé Ornellaia, etc. Sont établis là-bas depuis 1100 quelque chose, donc vraiment très très longue histoire. Pour autant, les premiers grands vins à Bolgheri ont été faits à la fin des années 60 par Sassicaia. Donc c'est vraiment quelque chose de très récent. Et donc la combinaison de cette culture historique ancien monde et de cette nouveauté qui est l'émergence de grands vins dans une nouvelle région était quelque chose d'assez rare et tout à fait passionnant. Je vais un tout petit peu empiéter sur la partie d'après, mais on y arrive. Mais c'est pas la question que je voulais poser tout de suite, mais je vais quand même le faire. Tu parles dans cette expérience de la possibilité de tester plein de choses, parce qu'il n'y avait pas encore de style bien écrit, parce que c'était récent. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux encore faire ici à Palmer, qui a pour le coup une histoire qui est plus longue, un style qui est beaucoup plus identifié? Oui, mais pas du tout de la même manière. Quand je suis arrivé à Palmer en juillet 2004, je suis arrivé à la fin, quasiment à la fin de la gestion viticole du millésime et assez proche des vendanges. Les vendanges commencent. Je travaille avec le directeur technique de l'époque, qui s'appelait Philippe Delfaux. Et fort de mon expérience italienne avec des vins riches et puissants qu'il fallait absolument chercher à équilibrer avec une grosse structure tannique pour compenser les niveaux élevés d'alcool, je pousse un peu Philippe et ses équipes pour extraire de manière assez significative. Et Philippe me regarde un peu dubitatif. Et assez rapidement, je me rends compte, en goûtant les 2 premières cuves, qu'on faisait fausse route. Et donc là, je repars en arrière direct, et je dis, écoutez, moi je ne maîtrise pas les codes, l'identité de cette propriété. Identité qui a été construite pendant plusieurs siècles, donc allez-y, faites ce que vous savez faire. Et donc, il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup de patience d'abord, beaucoup d'observation ensuite, et beaucoup de temps pour faire évoluer Palmer tout en gardant et en respectant ce qui a été construit par tous les gens qui ont été là avant nous. Puisque, à la différence d'Ornellaia, où il s'agissait de contribuer à la définition d'un style, ici l'objectif était, mais est toujours, d'abord de comprendre le style, l'identité de la propriété, mais après de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour aller toujours plus loin dans l'expression de ce terroir, l'expression de cette identité, en cherchant la plus grande précision possible. Donc je dirais que le temps d'Ornellaia n'était pas le temps de Palmer. Oui, tout à fait. Le temps de Palmer n'est pas celui que j'ai connu à Ornellaia. Tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose qu'on retrouve au fur et à mesure de beaucoup d'épisodes, à quel point le milieu du vin est un milieu d'humilité pour les personnes qui en font partie. Les sommeliers disent qu'à chaque millésime, on recommence tout. Les vignerons disent la même
chose, que la nature est difficile, qu'il faut l'apprivoiser, ou au contraire qu'il faut justement vivre avec et l'accompagner. C'est un peu ce que tu nous dis aussi sur ton expérience en arrivant, à quel point il faut être humble face au vin, face au raisin, et juste accepter d'apprendre au quotidien. C'est super intéressant. On a fait un petit bond historique, mais je voulais justement te poser des questions sur comment ça se passe tes débuts à Palmer. Donc tu nous disais que tu arrives à proximité des vendanges, c'est arrivé pendant l'été. Comment ça se passe tes premiers jours ici? Est-ce que tu avais une mission en particulier, est-ce que tu l'as d'ailleurs encore aujourd'hui, un objectif à atteindre, quelque chose un Graal un peu à suivre? Tu sais, il faut réaliser que quand les propriétaires de Palmer ont décidé de m'en confier les clés, ils ont pris un double pari. Le premier, c'était de confier les clés d'une propriété comme Palmer à un type qui était avant tout un technicien. Donc, ma formation, mon métier d'origine, c'est agronome et œnologue. C'est pas financier, c'est pas commercial, c'est pas directeur des ressources humaines, c'est pas animateur d'un groupe d'associés. Donc c'est le premier pari qu'ils ont pris. Le deuxième pari, dans le contexte de 2004, c'était de confier les clés à un type de 34 ans, ce qui était peu courant. Et donc ils ont fait preuve d'un grand sens de l'aventure. Et donc mon premier challenge ici, c'était justifier leur choix, faire en sorte qu'ils ne s'en mordent pas les doigts. Ma mission, elle était très simple. Elle était double. C'était d'une part de ne pas abîmer un cru prestigieux comme Palmer, et d'autre part d'essayer de mettre en œuvre les moyens pour porter encore plus haut l'expression de ce lieu, l'identité forte de ce lieu, qui se résume de la manière suivante: mettre un terroir, mettre un vignoble, mettre une unité de lieu dans un verre. Voilà. Renforcer cette identité et cette unicité des vins de la propriété. C'était ça ma mission. Okay. Et ça l'est toujours. Sachant que le premier challenge, c'est réunir autour de cet objectif toutes les compétences nécessaires pour y arriver. Parce qu'à la fin, mon job, c'est pas forcément d'être très opérationnel, c'est surtout de donner les moyens à ceux qui ont en charge la production, la communication, le commerce, la gestion administrative de la propriété, leur donner les moyens de faire leur boulot le mieux possible. Alors j'ai plein de questions sur le château Palmer et sur ce que tu fais. Peut-être, est-ce qu'on peut commencer par quelques chiffres clés juste pour les avoir balayés, et comme ça on est à peu près tranquille sur je sais pas, le nombre d'hectares, taille de production, le nombre d'employés, un peu l'identité en chiffres clés de ce que tu as. Donc Palmer aujourd'hui, c'est une propriété qui au total fait une centaine d'hectares. Sur ces 100 hectares, il y en a 66 en vigne, 4 supplémentaires qui sont des terroirs viticoles qui rentrent dans le cadre de la rotation des vignobles, renouvellement du vignoble, et puis une trentaine d'hectares qui sont surtout des prairies que nous utilisons. Sur ces 66 hectares, nous produisons, quand tout va bien, à peu près 24 000 caisses. Ça, c'est quand les choses se passent bien. 24 000 caisses de 12, divisées en deux vins, Château Palmer et Alter Ego. Pour faire tourner la boutique, nous sommes environ 65 personnes, un employé en contrat à durée indéterminée, plus des saisonniers qui viennent nous aider à 2 grandes périodes de l'année,
La première, c'est celle dite des travaux en verre, qui en gros s'étend de début juin à mi-juillet. Et puis, à un autre moment, évidemment, où on a besoin de beaucoup de monde, ce sont les vendanges qui durent entre 2 et 4 semaines. Ok. Voilà, ça, c'est les grands chiffres du domaine. Hop, ça, je peux le rayer des questions que je voulais poser, c'est réglé. Pourquoi avoir accepté de venir à Château-Palmer quand on te l'a proposé? Tu étais en Toscane, ça faisait que 3 ans que tu y étais, tu avais encore potentiellement beaucoup de choses à faire. Pourquoi avoir dit oui à Palmer? Quand on te propose de prendre la direction d'un des noms les plus mythiques du petit monde des grands vins, tu peux pas dire non. Ok, c'est suffisant quand même, j'en attendais pas plus. J'ai d'autres questions sur un peu la vision que tu portes ici à Palmer. Première question que j'ai, c'est sur le digital, le numérique. Donc, tu arrives en gros au milieu des années 2000. Tu as dû voir une explosion des usages du numérique, que ce soit dans les travaux, dans les vignes, sur comment on les surveille, le niveau de précision qu'on est capable d'avoir dans de la donnée ou d'autres choses, dans la consommation. Moi, par exemple, j'utilise souvent une application pour scanner des étiquettes de bouteilles, des choses comme ça. Et aussi dans la manière de vendre le vin, par internet, de la revente, des enchères, des choses comme ça. Est-ce que le numérique doit être, je pense, un grand chantier du château? Oui, c'est un chantier permanent, mais tu sais, ça fait maintenant 16 ans que je suis ici. Ça a commencé, alors bien sûr en 2004, tout le monde utilisait les emails. Mais je veux dire, Internet a d'abord révolutionné la manière de communiquer au quotidien, aussi bien dans nos vies personnelles que dans nos vies professionnelles. J'ai connu l'époque où on écrivait des courriers et on envoyait des fax. Voilà, ça n'existe plus depuis longtemps et c'est pour ça que le travail de secrétaire a un peu disparu. On écrit nous-mêmes nos propres courriels. Le numérique a aussi énormément évolué et a permis de changer notre manière de communiquer de manière institutionnelle. Site internet, réseaux sociaux, tout ça, oui, je l'ai vu exploser. Alors même si on reste malgré tout, nous, propriétés viticoles, des petites entités, on n'a pas du tout le déploiement que peuvent avoir des marques internationales. Pour autant, ça nous a vraiment beaucoup aidé, ça continue à nous aider pour mieux expliquer ce que nous faisons, quelles sont nos valeurs et quels sont nos objectifs. D'un point de vue production, alors ce qui a pas mal révolutionné les choses, c'est tout ce qui est mapping, et en particulier je pense à deux choses. La gestion de la diversité des terroirs et l'adaptation agronomique qu'on peut en faire. Aujourd'hui, c'est très facile de se balader, ne serait-ce qu'avec un iPhone dans son vignoble, savoir où on est, avoir des cartes embarquées et savoir qu'on est dans une partie plus vigoureuse qu'une autre, etc. Donc ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Sans parler de l'utilisation des drones qui peuvent aussi nous donner des indications très précises sur la diversité au sein d'une même parcelle. On travaille maintenant pas mal avec des GPS embarqués sur les tracteurs et je pense que c'est que le début, ce qui va aussi nous permettre d'être beaucoup plus précis dans le travail des sols par exemple, en sachant que tiens, là on veut que ça soit enherbé, là on veut que ce soit pas enherbé. Le tracteuriste il n'a pas besoin de regarder par la fenêtre, il a un GPS devant lui qui lui indique tout ça. Donc ça nous apporte énormément de choses. Je pense aussi au travail de vinification et de suivi énologique. La traçabilité de tout ce qu'on fait a aussi énormément progressé. Tout est dans un système aujourd'hui. Il y a peu de cahiers de chais comme il y avait une époque. Alors c'est moins romantique, mais c'est diablement efficace. Voilà, donc oui, on subit, alors peut-être pas autant que dans d'autres secteurs, la révolution numérique, mais on l'utilise vraiment beaucoup et dans beaucoup de domaines. Ouais, nul doute que ça va encore se développer. Il me semble que dans les tuyaux, vous avez une application aussi qui va arriver. Oui, on a une application qui doit faciliter
l'acquisition d'informations par le consommateur, même si à mon avis c'est qu'une étape, parce que on commence tous à avoir beaucoup trop d'applications dans nos téléphones. Il va falloir un jour ou l'autre que tout ça se rassemble, mais c'est une première étape qui permettra à un consommateur qui veut ouvrir, ou un amateur plutôt qui veut ouvrir un alter ego 2014, de savoir comment il se goûtait, est-ce qu'on a goûté récemment à la propriété, comment il a été fait, quelles étaient les caractéristiques du millésime. Voilà. Et puis on a une autre application qui est très importante pour nous permettre de faire face à la problématique de contrefaçon. Depuis maintenant 10 ans, nos bouteilles sont protégées par un scellé de la société ProofTag, qui est une solution assez innovante. En fait, c'est un scellé où on va trouver 3 informations. La première, c'est un code alphanumérique qui correspond à la bouteille. La seconde information, c'est un QR code qu'on peut scanner avec n'importe quel téléphone. Et puis, la troisième information, c'est un code à bulles. Donc, c'est comme un petit carré de plastique transparent en 3 dimensions, avec des bulles à l'intérieur, qui sont générées de manière totalement aléatoire et qui ne sont pas reproductibles. Okay. Donc, c'est comme une empreinte digitale. Et donc, ce scellé qui est entre la capsule et la bouteille, on peut le scanner et on a l'information de la bouteille, du millésime, de la date d'expédition du château, et on a l'image du code à bulles qu'on doit trouver qui correspond à cette bouteille. Donc c'est vraiment la carte d'identité de la bouteille qui nous a vraiment beaucoup aidé pour faire face à toute la problématique contrefaçon qu'on peut trouver. Alors on parle toujours de la Chine, mais il n'y a pas qu'en Chine, il y a d'autres pays, je pense aux États-Unis, où ça nous est arrivé souvent de trouver des... Vous en avez beaucoup souffert de la contrefaçon? C'est dur à mesurer, mais on y a été confronté. Je me suis retrouvé dans des situations où j'avais des faux palmers en face de moi. Ah oui, en face de toi directement. En dégustation. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça doit faire bizarre ça quand on est directeur du château et que ça c'est pas mon moment. C'est un peu troublant. C'est un peu troublant. Et après s'il est très bon, pourquoi pas, mais en plus s'il il est mauvais, rarement très bon. Ceux qui s'amusent à faire des faux, ils vont pas acheter du Pétrus pour mettre dans une bouteille de palmer. Ils se débrouillent pour que ce soit des vins qui coûtent un peu moins cher. Ouais, mais là c'est embêtant à la fois pour le consommateur, pour la réputation du château, pour tout ça. Donc en tout cas c'est noté, si vous achetez une bouteille de Château Palmer, sachez que vous pouvez l'identifier. Exactement. Et n'hésitez pas à le faire pour éviter toutes les manœuvres frauduleuses. Avec le numérique, il y a une autre évolution dans le vin, on en parle beaucoup en ce moment, c'est l'œnotourisme. Alors là, tu nous accueilles dans la salle de dégustation du château. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi vu se développer ces 10 dernières années? De plus en plus de personnes qui viennent ici pour goûter, pour visiter, pour en apprendre plus sur le domaine? Alors à Palmer, on ne fait pas vraiment d'œnotourisme. Okay. L'œnotourisme, c'est développer une activité économique au sein de la propriété autour de l'accueil de visiteurs. Il y a des régions dans le monde qui sont très avancées. Je pense en particulier à Napa, qui est vraiment aujourd'hui une sorte de Walt Disney pour adultes. La Champagne aussi en France. La Champagne en fait beaucoup, et puis il y a d'autres régions qui s'y mettent. Bordeaux est un petit peu en retard. Pour autant, ces dernières années, j'ai vraiment l'impression que c'est une dynamique qui est en train de prendre. À Palmer, on n'est pas tout à fait dans cet état d'esprit-là. On n'a pas pour ambition de développer une activité économique autour de l'accueil des visiteurs. Notre ambition première, c'est de faire vivre une expérience particulière, forte, à nos clients finaux, aux amateurs de Palmer. La propriété reste ouverte, il y a une visite par jour qui est privative d'ailleurs, mais qui est réservée à n'importe qui souhaite venir nous rendre visite. Mais c'est plus, même si c'est payant, c'est plus un service que vraiment un axe de développement. Ouais. Voilà. Je répète, pour nous, ce qui est très important, c'est de savoir faire vivre à nos clients notre quotidien. Ok. Voilà.
Ok, très intéressant cette vision sur l'accueil des personnes comme service et pas comme activité économique. Euh, je change complètement de sujet. Quelque chose qui est un peu plus macro, mais on parle forcément souvent du réchauffement climatique. C'est normal puisque c'est une préoccupation qui est cruciale. Euh, c'est aussi quelque chose qui va impacter le domaine du vin. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as commencé à anticiper ici? Est-ce que tu en sens un peu les effets? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête? Mhm. Alors, réchauffement climatique, évidemment, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a que M. Trump qui pense que ça n'existe pas. Euh, on le voit très clairement euh, dans le Bordelais, dans le monde viticole en général. Euh, Jusqu'à maintenant, je dois dire que ça a plutôt été quelque chose de positif. Depuis le début des années 90, on a quand même une majorité de grands millésimes. Grand millésime, ça veut dire des raisins qui arrivent à un bon niveau de maturité. Il y a pour autant quelques éléments d'inquiétude. On a pu sentir de temps en temps des situations un peu limites au niveau alimentation hydrique. Ok. On a pu constater sur certains millésimes des niveaux d'alcool qui montaient assez haut, en particulier sur un cépage comme le merlot. Et on a pu aussi sentir quelques limites sur le cycle de maturation du merlot. Euh, le merlot, c'est en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est le cépage le plus bordelais de ceux que nous utilisons. Pourquoi? Parce que si on réfléchit à une ou deux exceptions près, des grands merlots, des très grands merlots, il n'y en a pas ailleurs qu'à Bordeaux. Des grands Cabernet Sauvignon, si. Des grands merlots, c'est très rare. Donc c'est vraiment le cépage qui a su exprimer toute sa finesse, toute sa subtilité dans l'environnement bordelais. Pour exprimer cette subtilité et cette finesse, le merlot a besoin d'un cycle de maturation relativement lent. S'il se met à faire trop chaud, on va ramasser des merlots fin août. Et on peut craindre qu'en ramassant des merlots fin août, on ait non seulement des alcools élevés, mais qu'on ait perdu la complexité et la finesse. Donc c'est une vraie crainte. Comment on répond à ça? La première réponse devrait être de se préoccuper de son bilan carbone. À Palmer, en ayant choisi la voie de l'agriculture biologique, on a pu redonner de la vie à nos sols, avoir beaucoup d'enherbement, et donc on a considérablement amélioré notre bilan carbone, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire. Quelquefois on pense qu'en bio on traite plus, on fait plus de passages parce qu'on a peu d'outils, et donc on a un bilan carbone négatif, enfin en tout cas moins intéressant. En réalité c'est faux, parce que le bilan c'est des émissions, mais c'est aussi de la captation. Et dans l'agriculture biologique, on capte beaucoup plus. Donc, première réaction au réchauffement climatique, c'est d'essayer d'améliorer son bilan carbone. Deuxième réaction, ça peut être d'essayer d'adapter les porte-greffes pour pouvoir retarder un petit peu les cycles de maturation, en particulier dans ces cépages comme le merlot. D'habitude, on utilise surtout du 114 et du 3309 comme porte-greffe. On se met à utiliser maintenant un porte-greffe comme le 420A qui est un petit peu plus tardif. Troisième élément qui me semble être absolument crucial, et j'en parlais à un instant par rapport au type d'agriculture qui est le nôtre, je suis persuadé que des sols vivants, des sols dont le taux de matière organique stable augmente, ont une capacité à gérer les excès climatiques bien supérieure à des sols un peu stérilisés, okay. Où la matière organique a quasiment disparu à force de balancer des produits de synthèse et des engrais minéraux. Voilà. Donc j'ai quand même bon espoir que, de par nos pratiques, on réussisse à balancer un petit peu les excès du climat. Le dernier point que je voudrais dire à ce sujet, c'est que bien sûr qu'il y a un réchauffement climatique, mais plus globalement, il y a un changement climatique. Et il y a aussi un risque fort pour le Bordelais, c'est que si ces changements climatiques amènent
la déviation ou même l'arrêt du Gulf Stream, le cycle climatique annuel va complètement changer à Bordeaux. On aura des hivers beaucoup plus froids et des étés beaucoup plus chauds, qui pourraient un peu ressembler à ce qu'il y a sur la côte est des États-Unis, vers New York. Et là, l'avenir de la viticulture est une vraie question. Voilà. Ça va devenir compliqué de faire du vin avec des hivers meilleurs qu'ailleurs. Ça va être compliqué. Donc je crois qu'il est de notre responsabilité à tous d'essayer de maîtriser les effets de l'homme sur le changement climatique. C'est absolument fondamental. On pourra qu'être d'accord là-dessus. En introduction à ta réponse sur cette question, tu mentionnais Trump, et en fait c'est une transition parfaite sur le sujet des exportations. Ouais. Donc là en ce moment il y a un petit peu une bataille sur les droits de douane pour les vins français, européens, même de manière générale, on va dire. Déjà, est-ce que ici à Palmer vous exportez beaucoup? Est-ce que c'est quelque chose qui se ressent chez vous, ces petites tensions? Alors, pas directement, hein, puisqu'à Palmer, comme tous les grands crus bordelais, nous vendons nos vins à travers le négoce. Donc on n'est pas en prise directe avec les marchés export. Pour autant, on connaît très bien la situation, puisque on a des rapports très étroits avec les négociants qui revendent nos vins. Palmer, pour donner des grands chiffres, c'est 80% à l'export. Ah oui, ok. Donc c'est énorme. Sur ces 80%, les États-Unis, par exemple, représentent à peu près 12%. Ok. Ça reste un gros marché. Ouais. Hein, c'est un gros marché. Depuis qu'une taxe additionnelle de 25% est appliquée sur les vins français, les exportations vers les États-Unis ont été fortement ralenties. Pour autant, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de conséquences immédiates sur la disponibilité de nos vins aux États-Unis, parce qu'il y avait des stocks sur place, et que ce sont ces stocks-là qui permettent d'alimenter aussi bien la restauration que les cavistes, et donc les particuliers. Si cela dure, et même si cela s'amplifie comme on peut le craindre, à terme, la distribution de nos vins sur ce marché-là s'arrêtera net. Alors, est-ce que c'est une catastrophe pour nous ? Non, parce qu'il y a d'autres marchés et que globalement la demande pour nos vins est supérieure à l'offre qu'on peut faire. Pour autant, les États-Unis restent un des plus beaux marchés, si ce n'est le plus beau marché au monde pour l'exportation des vins prestigieux comme le nôtre. Il y a beaucoup de très grands amateurs, de très grands connaisseurs, et ça fait un peu mal au cœur de savoir qu'ils vont être privés des plus grands vins du monde, même si dans leur pays, il y a de magnifiques vins qui sont produits. Voilà. Je pense que le bon sens finira par triompher, et j'espère que ces mesures ne sont que temporaires. Tu parlais des États-Unis comme 12% de la partie export pour Palmer. Est-ce que les autres marchés, c'est européen, il doit forcément y avoir beaucoup d'échanges, et ensuite... Les grandes masses, pour nous, c'est 45% de nos ventes en Europe. Okay. Donc là-dedans, il y a la France. Hein. Okay. France, premier marché européen. Deuxième marché européen, le Royaume-Uni. Troisième marché européen, la Suisse. Puis après, Allemagne, etc. 35% de nos ventes sont vers l'Asie, avec bien sûr le plus gros morceau Hong Kong, Chine, ensuite Japon, Thaïlande, etc. Singapour. L'Amérique du Nord, entre États-Unis et Canada, c'est entre 15 et 20%, ça dépend des années. Et puis le reste, c'est un tout petit peu d'Amérique du Sud, un tout petit peu d'Afrique, okay. Et un peu de Moyen-Orient, okay. avec les Émirats Arabes Unis, Dubaï, en particulier sur compagnies aériennes comme Emirates, qui s'est vraiment fait une réputation
autour du service de grand vin à bord et de tout le développement du tourisme et de l'hôtellerie de grand luxe. Ouais, c'est intéressant comme différents marchés mondiaux atteignent un stade de maturité différent. Les États-Unis, on est plus sur un. Enfin, en tout cas, je trouve à l'étranger, c'est potentiellement un des marchés les plus matures, suivi par ensuite la partie asiatique qui a découvert le vin il y a quelques années, mais plus récemment, on va dire. Alors, tu vas peut-être un peu trop vite. Ouais, bien sûr, mais c'est pour ça que je laisse l'expert nous donner la suite. Les marchés les plus matures au monde aujourd'hui, je dirais que c'est en Europe, Ouais, le Royaume-Uni évidemment, la Suisse, qui sont des marchés historiques, qui ont une très grande connaissance des vins. Je mettrais quasiment au même niveau le Japon, okay. Qui est un marché d'une immense sophistication, immense. Okay. Les États-Unis bien sûr, mais avec une dimension qui leur est propre, qui est une vraie dichotomie entre grand millésime et moins grand millésime. Les Américains, ils veulent que les grands millésimes. Okay. Et puis voilà, et puis Hong Kong, qui est devenu une véritable plateforme sur la distribution des grands vins en Asie. Singapour, qui est aussi un marché éduqué. La Chine, qui il y a 10 ans était un nouveau marché avec des consommateurs frénétiques, sans grande culture du vin, mais qui à une vitesse absolument considérable s'est transformé. On trouve aujourd'hui des amateurs en Chine, mais je ne parle pas de Shanghai ou de Pékin, je parle, ou de Guangzhou, je parle de villes de deuxième zone ou de troisième zone. On trouve des amateurs avec une immense culture et une connaissance des détails qui est bluffante. Donc ça va très vite. Pour autant, ça reste un marché absolument gigantesque, avec un développement potentiel énorme, qu'il faudra gérer. Voilà. On verra. Et puis il y a plein d'autres débouchés aussi en Asie, avec des nouveaux marchés qui s'ouvrent. Je pense à un marché comme le Vietnam. Voilà. Le Vietnam, alors il y a des Vietnamiens qui s'intéressent beaucoup au vin, parce que ce sont des gens d'une grande culture aussi, mais il y a surtout un développement du tourisme au Vietnam, et du tourisme de haut niveau, avec des endroits, des resorts sublimes, qui s'approvisionnent en grand vin. Oui, forcément. Juste pour finir sur cette partie export, tu parlais de l'Afrique, ouais. qui occupe maintenant une petite place ouais. dans la distribution de Palmer. On ne parle pas souvent de la consommation de vin en Afrique, donc je voulais savoir si toi tu avais vu une évolution ces dernières années sur le continent. Écoute, honnêtement, c'est pas le marché que je connais le mieux. Okay. Le premier pays auquel je pense, c'est l'Afrique du Sud, parce que c'est un pays producteur. Okay. Et comme dans tout pays producteur, il y a un intérêt pour le vin. Donc c'est le premier marché pour nous en Afrique. Puis après, il y a les pays avec un peu de tourisme. Je pense aux Seychelles, choses comme ça. Alors, je ne sais pas si on est en Afrique, mais je pense que oui. Il y a enfin, ou le Maroc, il y a enfin une consommation de jolis vins dans tout ce qui est ambassade, ministère, etc. Dans la capitale, voilà. Mais ça reste tout petit. Ouais, ça reste tout petit. En tout cas, hâte de voir dans les 10 prochaines années si une tendance se dessine et quels sont les acteurs qui vont s'y positionner. C'est quoi ton quotidien aujourd'hui ? Alors mon quotidien quand tout va bien, c'est de rien faire. C'est pas mal ça. Mon quotidien, c'est de passer du matin au soir d'un sujet à l'autre. Puisque en fait, je ne suis expert en rien. Mais je maîtrise les grandes lignes de tous les sujets qui composent le quotidien d'une propriété comme Palmer. Donc je dois être capable d'écouter, de comprendre ce que me dit la directrice de la communication, je dois être capable d'écouter, de comprendre ce que me dit la directrice de la production, etc. etc. Et donc mon job, c'est d'imaginer l'avenir, de travailler avec les propriétaires de Palmer sur la stratégie du cru, de m'assurer que cette stratégie est convertie en action concrète par toute l'équipe qui travaille ici, de les aider à développer ces différentes stratégies,
et d'intervenir, je dirais plus directement, à des moments clés. Palmer pourrait très bien se passer de moi sur beaucoup de choses, mais je ne m'imagine pas être à la plage pendant le vendange. Voilà. En même temps, oui, on se doute que les vendanges sont un moment un peu clé et la Ouais. plage, c'est pas le moment. C'est C'est ça. juste avant ou juste après, mais pendant les vendanges, vaut mieux éviter. Ça fait. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu vite parce que je crois que ouais, on commence à atteindre l'heure tranquillement. Fatidique. Donc, tu nous as décrit tout ton parcours avant. Ça fait 16 ans que tu es chez Palmer maintenant. Bientôt, ouais. Bientôt un anniversaire à fêter, du coup. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour la suite? Ce qu'il faut me souhaiter, c'est de rester curieux et de continuer à savoir prendre des risques. Ce n'est pas une question d'âge, c'est surtout une question de train-train. Après 16 ans, c'est assez tentant de croire qu'on maîtrise tout. Et c'est le plus gros risque. Parce que une propriété comme Palmer ne peut pas s'arrêter de chercher, d'innover et d'imaginer l'avenir. La voie que nous avons choisie n'est pas la plus simple. Elle est absolument fascinante. Et je crois qu'on a encore beaucoup à faire pour aller chercher ces niveaux de détail qui vont nous permettre d'aller encore plus haut et plus loin dans l'expression de ce lieu. Formidable, j'ai hâte de suivre ça dans les mois et années qui viennent. Il me reste 3 questions à te poser et après on en aura fini. La première, est-ce que tu peux recommander un vin, un coup de cœur plutôt récent, plus que de recommander, quelque chose que tu as dégusté il n'y a pas longtemps et où tu as eu une émotion particulière ou tu te dis waouh, qu'est-ce que c'est? Ça c'est compliqué parce que j'en goûte beaucoup, mais je vais recommander un vin qui est modeste par son prix, mais qui est étonnant par sa pureté. J'ai goûté il y a 2 jours un vin de la famille Guazot. La famille Guazot qui est à Saint-Brice-le-Vineux, Saint-Brie-le-Vineux on dit, près d'Auxerre. Et donc c'était un vin, je crois que c'était un Côte d'Auxerre, en pinot noir, donc Bourgogne, cuvée La Ronce, 2014. Ça doit valoir 25 €. Et c'était magnifique. C'était pas la complexité d'un gros côte de nuit, mais c'était une très belle expression du pinot. C'était pas 2014, c'était 2015. Voilà. Donc Jean-Hugues Guazot, Côte d'Auxerre, La Ronce, 2015. Ça, j'en recommande. Super, et on essaiera de trouver un exemplaire de ce flacon pour pouvoir le déguster dans les semaines qui viennent. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller sur le vin? Il y a beaucoup de littérature. Il y a un livre que j'ai relu il y a pas longtemps, qui est absolument magnifique, qui est un entretien avec un peu le fondateur de l'œnologie moderne, qui s'appelait Émile Pénaud. J'ai plus tout à fait le titre en tête, mais c'est pas compliqué à trouver. Je crois que ça s'appelle Entretien avec Émile Pénaud. Ça a dû sortir il y a peut-être 20 ans. C'est absolument passionnant, ça permet de comprendre ce qu'est l'œnologie et ce qu'elle a apporté au monde du vin. Mais on vous mettra de toute façon le lien dans la description du podcast. On va aller chercher le titre exact et on mettra un petit lien comme ça, vous y aurez accès facilement. Et pour finir, si tu avais une personne à me recommander pour une prochaine interview, qu'est-ce que ce serait? Francophone ou pas? Je peux le faire en anglais, je ne l'ai pas encore fait, mais je peux m'y risquer. Tiens, je l'ai croisé hier, donc ça sera en français. Moi, je te recommanderais d'aller rencontrer Jean-Michel Cazes, propriétaire de Linge-Bage, qui a confié les rênes de Linge-Bage, mais des autres propriétés, à son fils Jean-Charles. Mais Jean-Michel, c'était un des précurseurs à Bordeaux, précurseur dans la compréhension des marchés et de l'attention qu'il faut porter aux amoureux du vin.
Jean-Michel, il doit avoir quelque part, je pense qu'il n'est pas très loin de 80 ans. Oui. Mais c'est un formidable personnage. Excellent. Et ben, on Hommage à ceux qui ont fait le boulot avant tout le monde. Et ben, on essaiera de le contacter et rester du coup à l'écoute de ce podcast. Peut-être que vous aurez l'occasion d'entendre cette interview de Jean-Michel Cazes et même pourquoi pas de son fils aussi, en faisant une pierre deux coups, 2 épisodes, pour avoir la vision de l'un, la vision de l'autre et voir un peu comment tout ça s'articule. Merci beaucoup Thomas. Avec grand plaisir. Merci à toi. C'était super intéressant et à bientôt. À bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et de mon côté, j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. À très vite.